BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Les pionniers cette semaine avec au sommaire le tête-à-tête avec l'ingénieur, l'inventeur, le français le plus connu de la Silicon Valley. Il a passé 30 ans aux US à mettre la technologie au service des vrais gens, comme il dit. Il a créé 4 startups qui ont toutes fonctionné. Il touche plus d'1 milliard de personnes aujourd'hui grâce à ses produits, notamment parce qu'il est l'inventeur de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Aujourd'hui, il est de retour en France à la direction scientifique de Renault. Nous aurons l'immense plaisir de recevoir Luc Julia. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec 2 entrepreneurs. Cette semaine, nous recevons Élise Postil, la cofondatrice d'Ilo Cosmétiques, et Géraldine O'Neill, la fondatrice de Natural 5. Enfin, en dernière partie, Fred répondra à vos questions comme de coutume. C'est les questions évidemment que vous nous avez envoyées via le site de bfmbusiness.fr. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Luc Julia. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Luc Julia. Bonjour Luc. Salut Fred. Alors, tu es ingénieur et même inventeur. Tu crées des choses utiles pour les gens, pour améliorer leur quotidien. Tes inventions ne sont pas restées dans des labos puisque tu as créé 4 startups à succès, ce qui est donc assez rare, et dans la Silicon Valley. Avant d'être appelé par Steve Jobs en personne pour développer Siri. Tu es résilient, persévérant, très exigeant. Et aujourd'hui, depuis 2018, tu renforces les ponts de collaboration entre la France et les États-Unis au niveau de la technologie. Donc merci pour ça déjà. Alors, tu connais le principe de l'émission, on va s'intéresser à ton parcours, mais on va aussi s'intéresser à tout ce que tu penses, toutes tes émotions, tous tes ressentis, quand tu fais des choses justement que les autres n'ont jamais faites. On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter des moments charnières justement dans ton parcours. Et on va commencer donc par le début. Alors, tu es né en 1966 et même si tu as longtemps vécu aux États-Unis, tu es toulousain. À 5 ans, tu as un rêve peu commun pour un enfant si jeune. Tu rêves d'entrer au CNRS. Pourquoi donc ? Je pense que c'est mes parents qui m'ont mis ça, qui étaient enseignants, qui m'ont mis ça dans la tête. Ils m'ont mis le mot CNRS, CNRS chercheur, chercheur trouveur. Et donc, je sais pas, j'avais envie de faire ça, ça avait l'air cool. Mais je savais pas ce que ça voulait dire. Non. Et alors donc, après, tu t'es quand même rapidement passionné pour l'informatique et l'électronique, spécifiquement. Tu te souviens de la première chose que tu as bricolée ? La toute première, c'était en fait une alarme dans ma chambre pour pas que ma sœur rentre. La seconde, c'était un robot pour faire mon lit. Ça marchait ? Elle Ouais, rentrait ça plus ? marchait, oui. C'est-à-dire, ça faisait quoi ? Ça faisait une sirène ? Oui, c'était une sirène, oui. C'était une petite lamelle de laiton qui faisait une alarme, quoi. Et le deuxième, donc un robot pour faire mon lit. Et ça marchait aussi ? Ah non. Oui, parce que j'allais dire, celle-là, si ça a marché, ça nous serait à tous ça très marchait utile. pas bien. C'est-à-dire, ça marchouillait à l'époque. Tu sais, quand on faisait son lit, c'est pas mettre une couette sur le lit. Hein. Il fallait border avec les draps, les machins. Et donc, ça bordouillait et ça déchirait pas mal de draps. Et qu'il y avait un bras, un robot. Ouais, il y avait un bras. Donc, c'était un moteur d'aspirateur. J'avais donc transformé le mouvement circulaire en mouvement perpendiculaire, enfin, je sais pas comment on dit, linéaire. Et donc, ça allait le long du lit, et avec le bras qui faisait ça. Et donc, il fallait mettre les draps comme il fallait, la couverture, et puis ça faisait ça. Mais ça en a déchiré pas mal. Ma mère n'était pas très contente, mais moi, j'étais très fier. Hein. Bon, alors on voit la photo de classe. Tu nous montres où tu es ? C'est le gars qui est affalé, là, en 3e en bas, là. D'accord. Oui. Ok, tu nous regardes avec une vision d'avenir. Et tu entames des études en informatique et tu obtiens une maîtrise, puis un DEA en informatique à l'université Pierre-et-Curie, qui s'appelle maintenant Sorbonne Université. Tu poursuis en doctorat à l'ENST, qui est Télécom Paris. Et au début des années 90, justement, tu entres au CNRS. Donc on se dit l'aboutissement. C'était comme dans ton rêve de gosse ou pas ? Absolument pas. Donc, très grosse déception. Enfin, au début, si, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que c'est un labo, on fait des trucs, on a un peu de matériel, on a des gens sympas avec qui on peut discuter et tout. Et puis après, dans mon cas, hein, et c'était il y a 30 ans, donc il y a prescription, on me dit qu'il ne faut pas que je collabore avec les autres gens du CNRS, les autres personnes du CNRS, d'autres labos. Et donc ça, c'était une grosse déception, parce que pour moi, la recherche et en général, faire des projets, c'est avec des gens. Et donc partager, et l'émulation vient du partage. Et donc on m'a un peu coupé les ailes, et donc déception, j'ai pu partir. Et donc tu t'envoles aux États-Unis
en janvier 1994. Tu entres au SRI, le Stanford Research Institute, en Californie, en tant que chargé de recherche au Centre d'intelligence artificielle. Ça s'est fait vite quand même. Et qu'est-ce qu'ils avaient de plus que nous, les ricains, là? En fait, ils avaient cet esprit de partage, et surtout dans la Silicon Valley, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dès le départ, c'est une sorte d'héritage de la ruée vers l'or. C'est-à-dire qu'on a des gens très différents qui vont venir s'entraider pour faire des trucs. Et ça, c'était un peu un étonnement. Et j'ai vu assez rapidement des gens très très différents se mettre ensemble pour faire des projets, start-up ou autres. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré. En novembre 1998, tu fondes ton propre labo, le CHIC, donc on voit quand même l'inspiration française, le Computer Human Interaction Center. Vous travaillez sur quoi? Un peu tous les trucs qui étaient connectés, parce que c'est le début d'Internet. On parle Internet, c'est 94-95, et on se rend compte rapidement que ça va être la plus grosse base de données du monde. Donc déjà, on va pouvoir faire un peu ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, donc tripoter un peu les données, et puis aussi connecter des objets, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IoT, Internet of Things, les objets connectés. Et donc, ce que fait Chic à l'époque, c'est le premier frigo connecté, la première voiture connectée, beaucoup de premières d'Internet, mais bon, c'était pas difficile de faire le premier puisque oui, parce qu'il n'y en avait pas. il n'y avait pas. Bon. Et il y a une date qui compte beaucoup pour toi, c'est le 9/9/99 at 9 a.m., c'est-à-dire le 9 septembre 1999 à 9h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? On a présenté les 9 projets sur lesquels on avait travaillé depuis les mois précédents où on avait créé Chic. Et donc, on a présenté 9 projets de débiles, des trucs un peu bizarres qu'on n'avait jamais vus avant. Et c'était effectivement très important pour nous. On était une petite équipe de chercheurs appliqués, c'est-à-dire que ce n'était pas, pas les savants fous. Et donc, on présente nos choses à la presse. Et c'était très, très gratifiant pour nous. 9, c'est un chiffre porte-bonheur pour toi? Moi, pas spécialement. Celui-là a été rigolo parce que ça n'allait pas arriver souvent après de retrouver autant de mêmes chiffres. Il va falloir attendre un peu et je ne pense pas que je vais le voir le prochain. Donc, et tu passes d'entrepreneur de génie à créateur de start-up. Et donc, tu te lances dans l'aventure de la création de start-up avec un palmarès assez exceptionnel, Stéphanie. Effectivement, en 2000, vous créez l'incubateur Brava, doté d'un budget d'1,5 million $. Il incube 4 de vos start-up qui révéleront être 4 succès. D'abord, Soliloquy Learning, pionnier de l'assistant de lecture utilisé dans plus d'1 millier d'écoles aux États-Unis. La start-up est rachetée en 2007 par Scientific Learning. Vient ensuite Speak ESL qui utilise la reconnaissance vocale pour aider à l'apprentissage de l'anglais. Puis en 2004, Orbs Networks, spécialisé dans le streaming, bien avant que ce type de technologie ne se démocratise. L'entreprise est rachetée en 2010 par Qualcomm. Et enfin, en 1997, avec Adam Scheyer, vous développez un programme intitulé The Assistant. Vous en déposez les brevets. Ce projet aboutira à la création de Siri en 2007. Mais on y reviendra plus tard dans l'émission avec Fred. 100% de réussite sur tes startups, c'est absolument pas classique. Non, dans la vallée, le taux de réussite est à peu près entre 5 et 10%. D'accord, donc effectivement, là, on a eu beaucoup de chance, c'est sûr. Il n'y a pas que de la chance quand même. Je pense qu'il y a du travail, du talent et un peu de chance. Oui, il y a quand même un peu de chance. Mais c'était aussi le bon moment. Il faut se remettre aussi dans ces années 2000 où on est après la bulle Internet, donc une nouvelle respiration. Les VC, les venture capitalistes qui investissent, font un peu plus attention aussi. Donc le taux de réussite peut-être à ce moment-là était un tout petit peu plus haut. Donc bon, mais oui, mais en 100%, ça n'existe pas. Et qu'est-ce que tu considères être ta plus belle invention ? Ma plus jolie, technologiquement parlant, c'est Orb Networks, celui qu'on vient de voir là. C'était vraiment une performance technologique assez incroyable. Pouvoir jouer sur un téléphone en Edge, on ne parle pas de 3G, de 4G, là, on parle de petite connectivité sur un téléphone. Tu me rappelles exactement comment ça marche, Orb ? Alors Orb, ça permettait de jouer n'importe quel média, mais n'importe quel médium, sur n'importe quel téléphone. Voilà, là, c'était sur un Nokia 3650, certainement, donc un vieux téléphone Nokia. On pouvait jouer, là en l'occurrence, de la live TV. Donc c'était normalement pas possible. La télé sur téléphone. À l'époque, télé sur téléphone. Absolument impossible. Impossible.
Et donc là, il faut calculer quelle est la bande passante. Il faut faire plein de choses pour pouvoir calculer le serveur, comment il va envoyer les trames. Enfin, bon, c'était très compliqué. Et je pense d'ailleurs qu'on a eu tous les geeks de la Terre parce qu'on a eu 13 millions d'utilisateurs sur cette application. Et 13 millions d'utilisateurs pour une petite start-up, c'était les 13 millions de geeks qui existent dans le monde. D'accord. Et comment tu fais pour gérer tout ça en même temps? Tu dors combien d'heures par nuit? Ouais, c'est un peu la chance que j'ai aussi, c'est que je ne dors pas beaucoup, je dors à peu près 3 heures par nuit. Donc j'ai à peu près 2 journées par jour. Donc 2 cycles d'1h30? Ah, pour la nuit, oui, 2 cycles de 1h30, alors que les gens normaux, entre guillemets, c'est à peu près 2 cycles de 3 heures. Donc tu as 2 journées en une et tu arrives à tout faire. Alors en 2003, tu décroches un rendez-vous avec Steve Jobs pour lui présenter tes inventions. Alors pour rappel, dans le contexte Apple, à l'époque, l'iPod existe, mais l'iPhone n'existe pas encore. Ça s'est passé comment, cette première rencontre avec Steve Jobs? Très mal. Donc on était très excités, hein, parce qu'on a effectivement le rendez-vous avec le gars de la vallée, hein, Steve Jobs, qui était connu pour ses humeurs, mais bon, on était quand même très excités. Et on se prépare, on a 1 heure de préparation avant. Il arrive avec ses 2 acolytes, il rentre dans la pièce, on commence la démo. Au bout d'1 quart d'heure, il se lève, il dit c'est de la merde et il se casse. Alors évidemment, on était un peu choqués, on était un peu déçus, c'est moins qu'on puisse dire. Ces acolytes restent, essayent de nous calmer, enfin de nous dire que c'est normal, c'est Steve. Bon, bah d'accord. Mais... C'est ça, c'est Steve. T'es exigeant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, là, je dirais pas poli. Provocateur. Il était jaloux, tu penses? Il a vu tes inventions, il s'est dit lui, Bon, il va faire de l'ombre. C'est facile de dire ça aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait un tout petit peu... Allez, oui, il était jaloux. Ah bah voilà, c'est dit. Donc tu continues ta route avec tes startups jusqu'en 2011, où tu entres pour la première fois dans un grand groupe. Tu deviens directeur de la technologie pour HP, Hewlett-Packard, et le 4 octobre 2011, tu reçois l'appel d'un vieil ami, Steve Jobs. Alors pourquoi il te rappelle? Là, il a découvert la start-up qui, entre-temps, est devenue une start-up qui s'appelait Siri. Donc, le premier projet qui était notre projet d'assistant à SRI en 1997. Donc, entre-temps, c'est devenu une start-up qui marchait sur Android. Et donc... Si on voit ton patent. Ça, c'est le brevet, oui, c'est le brevet qui a été délivré en 2003. Et donc, il dit, écoutez, je pense que le truc que vous faites sur Android, là, vous avez 180 000 utilisateurs, de toute façon, c'est pas bien, ça suffit pas. Moi, je veux mettre ce que vous avez fait sur l'iPhone. Et venez. Enfin, il se souvenait qu'il t'avait déjà rencontré et qu'il avait déjà dit que ce que tu faisais, c'était pas bien? Oui, mais bon, ça, c'est la vallée, encore une fois. On oublie tout. On oublie tout. Quand c'est du business, c'est du business. D'accord. Et donc, tu travailles à ce moment-là au développement de Siri, donc, qui est passé de SRI à Siri pendant 1 an. C'est quoi les ingrédients d'un assistant vocal? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, mais il faut comprendre que tout se passe sur des serveurs, d'accord? Donc Siri, ça se fait dans les serveurs, donc il faut construire. Donc ici, on voit la présentation. Voilà, c'est mon ami Scott Forstall. Il faut construire de scratch des serveurs, beaucoup de serveurs, parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup d'utilisateurs. Et donc, il n'y avait pas ça chez Apple. Il faut donc construire des data centers, avoir la possibilité d'intégrer ça dans iOS, donc, qui était l'OS de l'iPhone. Donc, une petite performance avec une équipe qui est une équipe de 15 personnes au départ, 85 au bout de 6 mois. Belle performance du front-end au back-end, donc du début à la fin, on a tout fait. Et tout ça en mode secret, parce qu'on est quand même chez Apple, c'est-à-dire que personne ne sait qu'on est là, qu'on existe chez Apple. On a double SaaS pour entrer dans nos bureaux, personne, enfin, on est caché, et voilà, et on fait le truc en 1 an. En 2012, tu quittes Apple pour partir chez son concurrent, Samsung. Et ça marque une transition forte pour toi, Stéphanie. Effectivement, puisqu'en 2012, vous êtes nommé directeur de l'innovation chez Samsung. Votre rôle, c'est de diriger 350 chercheurs en charge des projets d'avant-garde. 5 ans plus tard, alors qu'Emmanuel Macron est élu président, vous dites vouloir faire quelque chose pour la France. Vous proposez alors à Samsung de créer un laboratoire dédié à l'IA, mais à Paris. Et face au refus de la direction
vous démissionnez, ça ne va pas durer longtemps, hein. Au bout de 2 mois, vous réintégrez Samsung pour aller au bout du projet. Et le laboratoire d'intelligence artificielle de Samsung est inauguré fin 2018 dans le 2e arrondissement de Paris. Tout à fait. Alors, elle est comment la France que tu retrouves au niveau technologique? Elle est comme celle que j'adore, c'est-à-dire une France qui a changé quand même, hein, en 20 ans à l'époque. Elle a pas mal changé. Elle est devenue plus une France d'entrepreneurs. Elle est toujours une France d'ingénieurs, une France de matheux, de gens qui font de l'IA, hein, qui font bien de l'IA. Et donc, elle est cette France dans laquelle on peut développer ses projets et utiliser ses talents. Et donc, j'étais effectivement très, très fier de pouvoir dire que mon pays pouvait héberger ce genre de centre. D'ailleurs, tu as travaillé avec beaucoup de Français quand tu étais en Silicon Valley. Hein. Oui, j'étais un peu la cause de pas mal de fuites de cerveau là-bas. Ils sont rentrés ou pas? Ils restent là-bas? Tous les Français avec qui tu as travaillé? Ça dépend. Ça dépend. Et maintenant, de moins en moins. C'est-à-dire qu'ils reviennent de plus en plus tôt ici. À l'époque, tout à fait au début, quand on était un peu déçus comme moi, on restait un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que depuis la French Tech, on va dire, donc depuis 2012-2013, il y a beaucoup plus de potentiel ici, de potentiel d'entrepreneuriat. Et donc, du coup, on va se former un peu, on va voir un peu ce qui se passe à Stanford, à Berkeley, et puis on revient ici. Et depuis mai 2021, tu es directeur scientifique de Renault. Pourquoi tu as accepté de monter à bord de Renault? C'est encore une fois pour faire profiter en quelque sorte de mon expérience dans la vallée, donc d'avoir un peu cette différence de rapidité dans le développement des projets. De montrer comment on fait les choses en ayant plus de collaboration peut-être. Et puis surtout, c'est une vieille dame, Renault, hein, c'est une industrie un peu lourde. Donc essayer de... Ça se modernise beaucoup quand même. Hein. Ça se modernise, il y a de plus en plus de choses. Et donc c'est pour ça, Luca De Meo, le nouveau CEO, veut impulser justement une boîte tech. Donc moi, quand j'entends boîte tech, je dis, tech, je veux bien essayer. C'est pour moi, voilà. D'accord. Et tu veux rendre la mobilité plus tech, justement? Ça se passe comment? La voiture autonome, c'est pour demain ou pas tout de suite? Alors, la voiture autonome n'existera jamais, hein, telle qu'on l'a définie aujourd'hui. Autonome niveau 5, c'est-à-dire autonome, niveau 5, totalement autonome. Totalement autonome, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ça ne sert à rien de toute façon, hein, ça coûterait beaucoup trop cher. Parce qu'il faut trop de créativité pour réussir à conduire et s'adapter à toutes les situations? Exactement. Nous, quand on n'a pas vu une situation, on va faire quelque chose avec cette situation. Quand un robot n'a pas vu une situation, il est embêté. Parce que ce qu'on appelle le machine learning... Pardon ? Il fait que reproduire le robot. Oui, exactement. Il fait que recracher ce qu'on lui a appris. Hein, c'est ce qui s'appelle le machine learning. Hein, c'est du learning. C'est que de l'apprentissage. Et donc, s'il n'a pas appris, il ne sait pas. Nous, si on n'a pas appris, on a un truc qui s'appelle l'inné. Il se passe des trucs, on ne sait pas exactement comment les expliquer, mais on arrive à faire des trucs alors qu'on ne savait pas. En 2020, tu reçois la Légion d'honneur et tu dis « Nous, humains, sommes indispensables. » Et les Français, encore plus. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les Français, les ingénieurs français, par rapport aux Américains? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est mathématiques. C'est ce siècle des Lumières. C'est quand même extraordinaire. Notre éducation mathématique est fabuleuse. Quand on regarde les médailles Fields, qui sont l'équivalent... D'ailleurs, la dernière avec... Exactement. Donc, on a le plus de médailles Fields dans le monde. On est les meilleurs en maths. C'est comme ça. Et il se trouve que l'intelligence artificielle, qui est donc un de mes sujets, c'est des maths. Et donc, on est les meilleurs, et c'est comme ça. Mais par contre, on n'oublie pas que l'humain est indispensable, parce que ces intelligences artificielles, elles ne sont strictement rien sans nous. Ce ne sont que des outils. En revanche, à ton retour en France, tu as publié un livre, quand même, au titre provocateur, qui dit « L'intelligence artificielle n'existe pas » aux éditions First. Alors, l'intelligence artificielle n'existe pas, mais il y a quand même ChatGPT d'OpenAI qui est un buzz assez sympa et marrant en ce moment. Et donc nous, on l'a testé. On lui a demandé ce qu'il pensait de l'émission Les Pionniers. Et voici sa réponse. C'est quand même assez marrant. Il invente des trucs. Enfin, il invente. Non, il a raison. Alors regardons. On a demandé à ChatGPT ce qu'il pensait des Pionniers. Les Pionniers est une émission de télévision française diffusée sur BFM Business qui met en avant des entrepreneurs innovants et leurs projets. Elle est très appréciée des entrepreneurs car elle leur permet de se faire connaître et de présenter leur entreprise. Donc ça, c'est particulièrement la séquence pitch qu'on va avoir juste après. Et leurs idées à un large public.
De plus, l'émission offre également l'opportunité aux entrepreneurs de partager leur expérience et leurs conseils avec d'autres personnes intéressées par l'entrepreneuriat. Enfin, Les Pionniers est une source d'inspiration pour les entrepreneurs qui peuvent s'en inspirer pour développer leurs propres projets ou trouver de nouvelles idées. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle est quand même très intelligente. Alors, comment t'expliques que ChatGPT soit capable de faire tout ça? C'est relativement facile, on disait tout à l'heure, hein, l'intelligence artificielle ne fait que recracher ce qui a été déjà appris quelque part. Je pense que si on fait une synthèse de plein d'articles qui sont parus sur ton émission, on pourra arriver à faire ça et à avoir des copier-coller de ces différentes synthèses. Alors, du coup, l'intelligence artificielle n'existe pas. Oui, c'est l'intelligence artificielle de Hollywood qui n'existe pas, justement, celle qui est fantasmée, celle qui nous fait croire des choses soit bonnes, soit mauvaises. Et c'est pour ça que j'ai eu ce titre un peu provocateur, parce qu'effectivement, moi, je fais de l'intelligence artificielle depuis 30 ans, donc ça serait bête, parce que ça voudrait dire que je ne ferais pas grand-chose. Mais par contre, il y a plein d'intelligence artificielle. Et justement, il ne faut surtout pas faire croire ce que ce n'est pas, parce que si on fait croire que ce n'est pas, on risque de décevoir tellement de gens que on risque d'arrêter d'essayer d'en faire. Il ne faut pas arrêter, parce que dans chacun de ces domaines d'application, les intelligences artificielles sont excessivement utiles, impressionnantes. Ce sont des outils très, très puissants qu'il ne faut surtout pas arrêter de développer. Pour tout savoir de ton aventure, c'est possible et facile. Tu viens de publier un autre livre aux éditions Kenz, Un Français dans la Silicon Valley. Merci pour tout ce partage-là. Et alors toi qui inventes pour améliorer le quotidien des gens, dans quelle mesure tu penses que la technologie peut justement aider à résoudre les problèmes, notamment du climat aujourd'hui ? Ouais. C'est un très gros problème parce que la technologie affecte énormément le climat, en fait. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est excité, nous, ingénieurs, on va être excités, faire ces technologies, développer ces technologies sans comprendre l'impact que ça a. Donc, d'un côté, ça a un impact qu'il faut comprendre, donc déjà, il faut s'éduquer là-dessus. Mais de l'autre côté, on peut utiliser les technologies, l'intelligence artificielle en particulier, pour essayer d'optimiser notre impact, justement, pour faire en sorte qu'on n'en ait pas autant que ça. Et c'est sur ce qu'il faut travailler aujourd'hui. On n'y travaille pas assez. Je pense que la technologie va réussir, on va réussir à la fin, on va réussir à fixer les problèmes, mais il faut quand même s'en rendre compte et se rendre compte de l'impact négatif aussi de ces technologies. Pour conclure, on a une question inattendue de la part d'une entrepreneure Aude Guénaud que tu accompagnes, qui a créé Plume, qui est un outil d'accompagnement à l'apprentissage de l'écriture pour les jeunes et qui est justement basé sur de l'intelligence artificielle. On écoute tout de suite la question de Aude pour toi. Salut Luc, c'est Aude de Plume, j'espère que tu vas bien. Je voulais te poser une question, toi qui diriges la mission sur la souveraineté numérique de la France. Penses-tu qu'il est encore possible de gagner cette bataille et comment faire pour cela? À bientôt. Bon, on n'a pas 3 heures. La réponse courte, c'est oui. On peut la gagner, cette bataille, parce que comme je disais tout à l'heure, on a les meilleurs ingénieurs du monde. Donc, on peut gagner la bataille de la technologie. Il faut qu'on gagne la bataille du business. Donc ça, c'est un autre problème. Il y a des problèmes de marché. Le marché européen est très, très différent du marché américain ou du marché chinois. Ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus fragmentés. Donc je pense qu'on a plus de problèmes là à résoudre et il faudrait que Bruxelles nous aide au lieu de regarder la taille des tomates, de regarder un peu, d'uniformiser les policies qu'il y a dans les différents pays. Mais bon, je pense qu'effectivement, on a une chance, on est très très bon, il suffit de... Merci Luc pour ce partage, pour ces émotions, ces enseignements. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.